Les témoignages des premiers explorateurs européens du XVIIIe siècle décrivent les costumes de danse essentiellement faits de tapa. Cette étoffe d'écorce battue habillait danseurs et musiciens. Les femmes, torse nu, arboraient des jupes de tapa ornées de fibres végétales tressées. Très simplement vêtus, les Polynésiens dansèrent jusqu'à l'arrivée des missionnaires. Ces derniers, horrifiés par ces manifestations gestuelles qu'ils jugeaient obscènes, interdirent dès 1819 toute représentation de la danse tahitienne. Il faudra attendre 1880, lors de l'apparition des fêtes officielles du 14 juillet, pour que la danse, timidement, puisse renaître. Les costumes, loin de pouvoir accompagner les gestes naturels, avaient de strictes obligations. Robes longues et amples pour les femmes, pantalons longs surmontés d'une chemise pour les hommes. En 1928, le film Tabou, réalisé à Bora Bora par Murnau et Flaherty, consacre les costumes en moré. Progressivement, les robes mission, les pantalons et les chemises s'effacent, le moré devient alors l'élément essentiel du costume de danse traditionnel. Les bustes se dénudent et les danseuses, après de larges bustiers en pareu, adoptent le tapeatiti plus ajusté. En 1956, Madeleine Moa crée pour son groupe Heiva de magnifiques costumes qui valorisent les chorégraphies basées sur des thèmes légendaires et définissent des standards. La danse revient alors sur le devant de la scène. Les groupes de danse s'organisent et fabriquent eux-mêmes leurs morés. Les hommes coupent les branches de puro, tandis que les femmes pèlent les tiges et enlèvent l'écorce. Ces longs rubans végétaux sont ensuite trempés dans l'eau afin d'attendrir la fibre. Une fois sec, le matériau est patiemment travaillé, cousu, puis décoré par les mamas et les jeunes danseuses. Les costumes, dès lors, ne cessent d'évoluer. Matière, assemblage, couleurs et formes se marient toujours différemment avec de plus en plus de créativité sous le commandement d'un chef d'orchestre, personnage essentiel de la troupe, le costumier. Alors lorsque je démarre un costume, c'est déjà un petit tic dans ma tête. Et puis ensuite, je dessine. Des fois, je fais quelque chose et puis je ne suis pas sûr à quoi ça va ressembler. Et puis, en fait, au fur et à mesure, les idées viennent et ça part tout seul. J'ai une base et puis j'essaie d'évoluer dessus, tout en respectant bien sûr le côté traditionnel des costumes. Je me réfère souvent aux encyclopédies, voir comment les costumes autrefois étaient faits. Et puis, sinon, c'est vraiment un délire. Je délire complètement. Je lance mes idées sur papier et des personnes autour de moi m'aident à affiner ma représentation du costume. C'est une tâche difficile parce que c'est pas au premier coup de crayon qu'on réussit. Il faut plusieurs touches de crayon pour vraiment finaliser le costume. Nous partons d'écrits qui existent, d'écrits d'anciens, d'écrits de personnes qui ont voulu garder, préserver la culture par les mots. Et c'est à partir de ces écrits que tout arrive. C'est notre interprétation de ces écrits. Donc on souhaite partir de ces écrits pour réaliser quelque chose de matériel, de touchable, qu'est le costume. J'essaie vraiment d'utiliser tous les mots et c'est mon interprétation qui me permet de faire des choix sur la forme de la coiffe, le matériau que je vais choisir, la couleur, Je pense que le but du costume est surtout de recréer une ambiance, de recréer un personnage et c'est tout ça qui forme
je pense, une cohérence dans les choix. Cette année, par exemple, j'ai surtout décidé d'utiliser des matériaux du fénois. Parce que beaucoup de matériaux sont autour de nous et peut-être à l'ignorance de certaines personnes. Et on se rend bien compte que les moyens existent, mais il faut aller les chercher. Donc cette année, j'ai choisi d'utiliser le roseau. Ce roseau donc est visible sur la coiffe, sur le collier, à l'arrière en cape, mais également pour la confection de la jupe. Alors ce roseau a été assemblé ici par un tissu, sur la ceinture des garçons de la nacre en long avec des noix de coco, de la nacre pour la représentation du deuil et de la nuit, et les noix de coco pour la terre, pour la couleur de la terre, les origines. Les nacres et noix de coco ont été cousues sur du pandanus pour respecter les tonalités de couleurs entre le roseau et ce support. Sur le collier, nous avons gardé le même principe d'assemblage, alternance entre la nacre et la noix de coco et le roseau. Sur la coiffe, nous pouvons voir dessus de grosses nacres découpées en forme rectangulaire avec des noix de coco sur les côtés, en gardant l'alternance noix de coco et nacre. Le tout est assemblé sur du pandanus et l'ensemble est entouré de roseaux. Et à l'arrière est fixé également du pandanus. Cette forme permet en fait de grandir le personnage et de le rendre normalement plus fort. Pour le Heiva de cette année, la coiffe des filles, je l'ai faite à base de moré. Alors il y a deux couleurs, le moré noir et le moré blanc. Je dis que la tête est très importante parce que pour moi, source d'inspiration déjà, et avoir quelque chose de beau sur la tête donne la personnalité d'une personne. Et pour souligner tout ça, j'ai mis une tresse noire ici. Ensuite, le cou, toujours avec du moré, et comme base, le paoré, avec quelques coquillages. J'ai utilisé le paoré parce que déjà dans tous les costumes, on utilise déjà cette matière première pour toute confection. En fait, c'est la base de tous les costumes. Et ensuite, le soutien des filles, à base toujours de paoré et de coquillages, avec un peu de moré noir ici. Le soutien, c'est un set de table normal, qu'on a juste à découper et puis donner la forme du soutien. Ça demande beaucoup de travail et s'il fallait utiliser un POE, c'est déjà un travail que tu gâches alors que le set de table est déjà fait et puis on l'a pour un prix pas exorbitant. La taille des filles avec des éclats de nacre. Les nacres ne sont pas du tout travaillées, juste travaillées de deux côtés, l'intérieur de la nacre et l'extérieur de la nacre. Je ne voulais pas cette année faire quelque chose de trop droit parce qu'une pierre n'est pas travaillée déjà. La pierre, elle est au naturel et je voulais que les nacres soient au naturel, qu'elles aient les formes qu'elles ont dès qu'on les casse, quoi. Ensuite, les morés, on ne peut pas avoir ce qu'on a envie vraiment. Parce qu'ici, c'est vraiment compliqué d'avoir des morés en temps voulu, à l'heure qu'il faut. Pour cette année, mes morés, je les ai fait venir de Hawaï parce que la dame qui devait faire mes morés s'est désistée à la dernière minute. L'année dernière, nous avons commandé des matériaux ailleurs. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait avoir, du moins je pouvais choisir la couleur que je voulais. Et il faut savoir que Hawaï est l'un des seuls, peut-être avec les Philippines, à produire, à offrir à la demande ce que l'on veut. On a besoin d'un moré d'une certaine couleur, ils nous fournissent le produit vite fait. Ici, ce n'est pas encore dans les mentalités, alors qu'à Hawaï, c'est vraiment une île qui vit de ça, qui a, je pense, compris que la culture pouvait être au service du tourisme, et alors qu'ici, ce n'est pas encore dans les mentalités. Alors là, on demande de bouger des montagnes, hein, d'aller chercher du purau dans les rivières, de les traiter pendant un mois,
Ça demande de la main-d'œuvre, ça demande un nouvel esprit. Et c'est en fait ça qu'il faut modifier. Et ça prend du temps. Le processus est lent. Mais vraiment, ça ne nous a pas gêné d'aller faire des morées en roseau. Parce qu'on a non seulement gagné en connaissances, mais en même temps en argent. Là, on est certain qu'on a les moyens qu'il faut, sans forcément de l'argent, pour produire, pour avoir des costumes pour le Heiva. Voilà, pour moi, c'est une des preuves qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour faire un Heiva, un beau Heiva avec des costumes de chez nous. Cette soirée du Heiva, jour J pour les troupes de danse, est l'aboutissement d'un long travail. Composition musicale, chorégraphie, costumes ont commencé de naître il y a déjà plusieurs mois. Il y a une longue période qui me semble importante, depuis la conception du costume jusqu'au jour J. Je ne peux pas me permettre d'aller au Heiva avec des regrets. Non. Donc, c'est cette longue période que j'utilise pour faire les choix les plus judicieux possibles dans la réalisation finale du costume. Et d'ailleurs, tous les gens autour de moi se fâchent un peu parce qu'ils attendent que je leur dise « En fait, non, il ne faut plus faire comme ça ». Et ils craignent que ça, que je change du jour au lendemain. Parce que des flashs peuvent arriver, de meilleures idées peuvent venir. Et moi, je considère qu'il faut attraper le train quand il est en marche. Et puis, je suis là pour aider aussi. Donc, pour moi, je pense que c'est un peu la spécificité de l'art. C'est quelque chose qui est dynamique et qui n'est pas figé. Donc je ne peux pas croire que ce costume que j'aurais choisi soit le meilleur. Mais au moins, à un moment donné précis, dans ma pensée, je crois que c'est celui qui répond le mieux. Au fur et à mesure, les jours arrivent, j'ai des idées qui arrivent, je change. Et en fait, le costume avec lequel j'ai commencé, parfois n'est pas celui que j'avais au début. Et il est vraiment... Il y a une mutation, il y a une évolution au niveau de ce costume-là. Il ne reste vraiment pas à l'état original. Pour moi, un costume est un tout et n'est pas à représenter de manière morcelée. Donc, nous avons choisi cette année d'avoir 4 éléments ou 5 éléments chez les filles, alors que chez les garçons, ils n'en auront que 3 ou 4. C'est surtout une fusion que l'on voudrait créer entre la personne et l'habit qu'il portera. Ce parfait mariage entre le corps et l'habit n'est pas une union solitaire. Les danseurs et danseuses, parfois plus de 100 sur scène, doivent eux-mêmes être en parfaite harmonie. Le costume s'inscrit alors dans une représentation générale du thème. Quand on fait un costume, il faut déjà... On a déjà travaillé la chorégraphie. En fait, le costume, c'est la dernière chose à laquelle je pense. Parce que je pose déjà mes mouvements, ma danse, je chorégraphie les entrées, les sorties. Le costume, c'est vraiment la troisième chose à laquelle je pense. Et vis-à-vis des mouvements des danseurs, danseuses, j'adapte le costume selon les chorégraphies que j'ai faites. Voilà, là c'est mieux. Tu croises vers le haut, tu remontes vers le haut, tu serres vers le bas pour remonter. Regarde. Je vais mettre un velcro, je vais mettre du velcro ici, tu vois, ça te fait ça. La taille, mais à l'envers, et ça sans rien sur la tête. Voilà. Qu'est-ce qu'on met à la place du végétal pour ce soir? Les garçons, votre ceinture, il faut pousser le moret vers l'extérieur. Oui, ça doit faire effet plume, hein? Oui, comme le chapeau. Il faut pousser vos morets vers l'extérieur. Voilà. Appuyez, appuyez, n'hésitez pas, appuyez dessus.
tu poses par terre et après tu danses. Mais par contre, j'aimerais que tu termines dessus. Tu vois? À la fin? Voilà. Je pense que le plus important, c'est de comprendre ce que l'on fait. Et pour moi, quand je dis qu'il y a prendre en compte le thème d'un spectacle, la chorégraphie d'un spectacle, la composition scénique d'un spectacle, la mise en scène de tous les acteurs dans un spectacle, mais également la réalisation d'un costume, je pense qu'il faut plus morceler les choses. Il faut faire en sorte qu'il y ait une vraie corrélation, un vrai sens dans ce qui se fait. Et pour moi, la prise en compte de la forme du costume est importante. Je pense que tout est à prendre en compte. Et la chorégraphie, mais également le lien entre la chorégraphie et le mouvement qui va s'effectuer avec le costume. Si les filles font un pas, il faut que le costume soit aussi l'image de ce pas. Elles ne peuvent pas faire un pas avec un costume qui va l'empêcher de le faire, qui ne va pas permettre de comprendre ce qui se passe. Tous les costumes sont donc créés selon les pas de chacun, les mouvements du corps adaptés à chaque danseur et danseuse. Le costumier devient dès lors un véritable maître d'œuvre dans la fabrication des costumes. Il y a toute une équipe derrière moi qui s'occupe de la couture, de l'assemblage des matériaux et qui sont aptes à me dire si tel ou tel matériau doit être collé avant ou après, parce qu'ils ont l'habitude du savoir, ils ont le savoir-faire, et c'est ce comité qui cherche tous les matériaux nécessaires. C'est ce comité qui cherche également à découper ces matériaux, à les préparer pour que les danseurs et les danseuses, lorsqu'ils sont prêts à réaliser leur costume, le fassent avec tous les matériaux déjà prêts. Voilà. Je n'envoie pas les danseurs chercher à droite à gauche tous ces matériaux. Pas du tout. Nous essayons d'avoir tout ça autour de nous pour que la confection et la réalisation de ces costumes se fassent dans un ordre bien précis, de manière structurée et pour que chacun finisse à temps les costumes. Danseurs et danseuses participent donc à la fabrication des costumes et chacun semble avoir un rôle bien défini. Moi, je suis en train de tresser un laï. Pour faire un laï, on utilise des feuilles de hautie, donc ceci. Qu'auparavant, on aura, en premier, on aura enlevé la rainure principale, donc qui se trouve ici. Donc on l'aura enlevée. On la passe sur le feu, soit sur le feu, soit on utilise un fer à repasser pour que la feuille justement se ramollisse encore plus et pour la conserver. Une fois que c'est fait, donc, on va diviser la feuille de hautie en deux, donc comme ceci, par le milieu. On divise la feuille de hautie, donc on aura deux morceaux bien distincts. Donc on va commencer à tresser. On tourne toujours dans le même sens les deux feuilles. Et il faut bien veiller à ce que les deux côtés soient bien roulés parce que sinon c'est toute la tresse qui va se dérouler. Donc voilà. Les tresses, ce sont des feuilles de hautie tressées en cordelette. Et qui a été cousu sur une coiffe. Mais en cousant sur la coiffe, on essaie de ne pas voir la couture. Je suis en train de coudre un haut-puits sur ma taille en mourit. Ici, c'est du hautie tressé à 3. Alors d'abord, on a fait notre taille en péori. Ensuite, on a cousu par derrière du restant de notre mourit. Ensuite, on a mis du hautie tressé à 3. Et à la fin, on met des hauts-puits. Donc, je fixe la nacre. C'est mon mari qui les a fait pour le groupe, quoi. Donc, il y en a eu pour des milliers de petits carrés, de petits rectangles, des éclats pour les danseuses. Donc, il fallait les polir, ensuite les découper. Hein. Les cocos, nous sommes allés les chercher au marché. Par contre, les nacres, ce sont des amis qui ont donné
Il y en a qui ont été apportés des gambiers. Donc, je confectionne un collier. C'est pour un petit garçon. C'est pour un petit garçon de 5 ans. J'aime réaliser, j'aime concevoir, j'aime mettre à plat mes idées, mais je ne suis pas costumier. Je suis le chef de la troupe de danse. Je m'occupe de tout. Et je pense que je me sens plus comme un guide pour tout le monde que comme quelqu'un qui a une spécialisation dans l'affaire. Je pense que c'est un travail qui doit d'abord se faire dans la confiance et dans cet esprit d'entraide, parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Depuis que j'ai pris la troupe à Hautorunui en tant que chorégraphe et costumier, j'ai toujours travaillé mes costumes tout seul. Et puis, il n'y a que cette année et l'année dernière, et en 2001, où j'ai fait appel à des personnes pour confectionner mes costumes. Ou sinon, lorsque je travaille avec ces personnes-là, je leur fais le modèle et ils ont juste à suivre. À Hautorunui a pour cette habitude de ne pas donner au danseur à faire son propre costume, sauf celui du végétal et non, que celui du végétal. Le grand costume, on a vu les années précédentes, lorsqu'on donnait un travail au danseur à faire, le danseur ne respectait pas vraiment la création, ce que le costumier a voulu que le danseur fasse ressortir sur le costume. En fait, le danseur va toujours mettre son petit grain de sel dedans pour dire que c'est moi qui l'ai fait, ou ne respectera pas les proportions exactes des matières utilisées dans le costume. En fait, le danseur va délirer, mais à sa manière. Et un costumier est toujours là à regarder s'ils ont bien fait leur travail. S'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, le costumier doit tout refaire le costume, c'est du temps déjà perdu. La raison pour laquelle à Hautorunui a toujours fait ses costumes, a toujours fait faire ses costumes par une seule et même personne. Les costumes ainsi créés s'exhibent fièrement au Heiva. Les matériaux et les formes sont alors en parfaite harmonie avec les gestes. Certains semblent parfois plus originaux que d'autres, mais ils respectent tous des règles établies, garantes de tout concours. Le concours existe, la compétition existe dans la société. Je ne m'inquiète pas pour la compétition, elle existera toujours. Je pense surtout à l'évaluation. Parce que l'évaluation, la manière dont sont évaluées les choses ne dépendent que des personnes qui évaluent et d'un règlement. Je suis pour le règlement parce que je participe au Heiva, donc je m'engage à ce qui se fait, mais ce n'est pas un frein à la réalisation de mon costume. Quand je dis mon costume, le costume de la troupe, à la réalisation du spectacle. L'évaluation et les règles qui nous sont imposées me permettent d'avoir un cadre de travail, mais cela ne m'empêche pas d'avoir une certaine souplesse avec ma troupe et d'avoir une certaine souplesse dans la création du spectacle. Et je pense que ça, c'est important. Que toute personne capable de créer, eh bien, puisqu'elle participe à un concours, se dise que ce n'est pas le concours qui va nous donner des obstacles à la création. La création, elle existe de toute façon, qu'il y ait concours ou pas. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de faux parce que le seul costume qui est fait traditionnel, c'est celui que l'on montre au jury. Mais pour tous les danseurs, danseuses, les costumes ne sont pas confectionnés comme celui qu'on doit montrer au jury. Parce que le costume qu'on doit montrer au jury doit être fait rien qu'avec des matières locaux, sans nylon, sans colle. On doit vraiment mettre en valeur le costume avec ce que tu as à portée de main, cousu avec du paouré. Le raffia, à la limite, passe. Mais le raffia, déjà, n'est pas une matière d'ici, c'est une matière de l'extérieur. Et puis, rare de voir un costume traditionnel fait à 100% local. Malgré certaines entraves au strict règlement, les costumes éblouissent.
les costumiers n'ont de cesse de créer, innover, étonner, visitant toujours différemment les histoires d'autrefois. Et ces costumes, inlassablement, ne cessent de danser.